Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à l'Info de Télécœur. Aujourd'hui, on reçoit Isabelle Bombardier qui va nous parler du comité d'action bénévole de Nicolet. Aussi, on va avoir des reportages préparés par des élèves de nos écoles de la commission scolaire de la Riveraine. Donc, bon visionnement. Avec Isabelle Bombardier, directrice générale du CAB, Centre d'action bénévole. C'est bien ça, Isabelle? Oui, CABN, Centre d'action bénévole de Nicolet. Donc, toi, tu es directrice, mais en partant, tu es là depuis quand, toi? Ça fait depuis juin 2017 que je suis directrice générale du Centre d'action bénévole à Nicolet. Et moi, je te connaissais comme DG de cet organisme-là, agente de voyage également, mais t'es-tu quelqu'un qui était impliqué dans le domaine communautaire depuis longtemps? Oui, ça fait plusieurs années que je suis impliquée dans le milieu communautaire. Avant de travailler ici au Centre d'action bénévole, j'ai été agente de développement pour la Corporation de développement communautaire Nicolet-Yamaska. Donc, la CDC Nicolet-Yamaska, j'étais là pendant 7 ans. Puis moi, je cumule, je dirais, une vingtaine d'années actives de bénévolat dans le milieu communautaire, que ce soit de Trois-Rivières ou de Nicolet. J'ai découvert mon métier en me dévouant à la cause, en m'impliquant dans les organismes communautaires, que ce soit du côté de Trois-Rivières aussi. Fait que ça fait déjà au moins 20 ans que je suis dans le milieu. OK. Puis je suis curieux, je vais te poser des questions personnelles. Tu me diras non si tu veux pas. T'avais-tu des parents qui étaient des gens impliqués socialement? Si j'avais des parents impliqués, oui et non. Mes parents ont toujours été des gens très ouverts, très dévoués, mais impliqués dans le milieu communautaire en tant que tel, non. Moi, j'ai découvert l'implication sociale plus avec l'aide de Marc Dion, qui était animateur de vie spirituelle. Dans le temps, on appelait ça des animateurs de vie pastorale. De pastoral, oui. À SJN, donc à l'école secondaire Jean-Nicolet. Puis à partir de ce moment-là, j'ai toujours eu un intérêt. Quand je me suis impliquée pour ma première vraie implication en dehors de l'école, c'était du côté de Trois-Rivières avec la démarche des premiers quartiers. Dans les premiers quartiers de Trois-Rivières, je me suis impliquée comme citoyenne. J'habitais les premiers quartiers, puis je voulais faire changer des choses, entre autres le stationnement. J'avais pas de stationnement. Je voulais pouvoir laisser ma voiture dans la rue. J'ai fait partie d'un comité de citoyens. Ça a fait en sorte qu'on a réussi à changer les règles. Puis à partir de ce moment-là, j'ai vu que si moi, je m'impliquais pour, une problématique que je vivais, au départ, c'était pour moi-même que je le faisais, ça changeait la vie de beaucoup de gens en changeant également la mienne. Fait que c'est à partir de ce moment-là où j'ai décidé de me lancer dans ce beau milieu-là d'inclusion. Ça venait rejoindre mes valeurs, des valeurs d'égalité, des valeurs de justice sociale. Fait que je me suis sentie comme appelée dans le milieu, puis j'ai jamais décroché par la suite. C'est vraiment un milieu qui vient me rejoindre. Tant mieux. Et évidemment, c'est un milieu où le monde communautaire, c'est un monde animé, oui, par des gens professionnels comme toi, mais c'est aussi à la base des bénévoles. Oui, exactement. Puis moi, je suis dans l'organisme qui, à la base, fonctionne par des bénévoles. Tu sais, nous, on est une équipe de 6 employés présentement au Centre d'action bénévole, mais j'ai plus de 130 bénévoles autour de moi, autour de nous, qui nous aident à offrir les services. Enlève les 130 bénévoles. Là, je dis 130. On va être clair. C'est 130 bénévoles en temps non pandémique, disons-le comme ça. Habituellement, on roule autour de 130 bénévoles et si je ne les ai pas, s'ils ne sont pas impliqués, s'ils ne sont pas intéressés à la cause et aux services qu'on offre, le Centre d'action bénévole de Nicolet n'existe tout simplement pas. Il y a des milliers de personnes qui ne reçoivent pas de services si ces bénévoles-là ne sont pas là. Avant évidemment, là, on est sur le bord du sujet, on est sur le bord de la falaise, on ne se jettera pas en bas, mais on va en parler évidemment de la COVID et de l'impact que ça a eu. Mais la mission d'un centre d'action bénévole, dis-moi si je me trompe, c'est-tu un outil pour que le bénévole puisse faire son travail de bénévole puis qui se borde pas avec le reste, là. Tu sais, l'administration, puis la gestion d'horaire, puis c'est-tu ça? Là,
J'exagère un petit peu, là, mais c'est-tu ça un centre d'action bénévole? Ben oui, d'une certaine façon, je dirais qu'il y a au-delà d'une centaine de centres d'action bénévoles au Québec, donc il y a au-delà d'une centaine de façons de fonctionner dans les centres d'action. Mais oui, à la base, c'est de promouvoir, bien sûr, l'action bénévole et de répondre à des besoins du territoire où il œuvre par des ressources bénévoles. Donc, chez nous, ben, ça se traduit par des services qui sont, bon, popote roulante, accompagnement de transport, oui, de la lutte à la pauvreté, des repas communautaires pour les personnes aînées, briser l'isolement. Il y a souvent le penchant maintien à domicile dans les centres d'action bénévoles. Okay. Il y a d'autres endroits au Québec où les centres d'action bénévoles n'offrent pas de services de popote roulante, d'accompagnement de transport et qui ne font que de la promotion de l'action bénévole, mais aussi du maillage entre les bénévoles et les organisations qui en ont besoin. Okay. Donc, nous, ça, on le fait un peu moins. Ça arrive parfois que la Ville de Nicolet, disons, communique avec moi en disant « Est-ce que tu as une ou deux bénévoles qui peuvent venir nous aider pour tel service? » Nous, on est vraiment plus là pour offrir des services, mais ces services-là, ils émergent par le besoin de la communauté, mais aussi par la disponibilité des bénévoles qui ont envie de s'adjoindre à ces services-là. Si on résume, vous êtes en appui aux bénévoles, mais vous êtes des générateurs d'activités, de services à la communauté. Exactement. Entre autres, surtout auprès des aînés avec les services de maintien à domicile comme la popote roulante et l'accompagnement transport ou au niveau de la lutte à la pauvreté. Donc, avec tous les services qu'on peut offrir à ce niveau-là aussi. Là, tu me disais, habituellement, effectif complet, on est à 130 bénévoles. Évidemment, arrive mars 2020. Qu'est-ce que ça va provoquer au niveau du nombre de bénévoles? Pourquoi que la pandémie a diminué le nombre de bénévoles? Ben, ça a chuté drastiquement pour une très bonne raison, c'est que la majorité de nos bénévoles, les gens qui ont du temps à donner présentement, c'est souvent des gens qui sont à la retraite. Donc, gens à la retraite, bien, on parle de gens de 60, 65, 70 ans et plus. Notre bénévole la plus âgée, si je ne me trompe pas, elle est autour de 93 ans. Donc, c'est sûr qu'avec la pandémie, bon, les règles qui sont arrivées, on a entendu beaucoup, bon, les gens de 70 ans et plus rester à la maison et tout ça. Là, on commence à entendre 65 ans et plus. Nous, ça joue directement dans notre effectif de bénévoles. C'est sûr que monsieur, madame, tout le monde, j'en ai qui m'appellent et qui me disent, ben moi, je serais disponible pour faire du bénévolat de soir ou de fin de semaine. C'est merveilleux, c'est parfait. Offrez du temps dès que vous pouvez le faire. Par contre, moi, au Centre d'action bénévole, c'est des heures de bénévolat qui sont moins demandées. Parce que mon bénévolat est demandé au moment de la popote roulante, qui est le lundi matin. Mon bénévolat est demandé lors des transports pour de l'accompagnement transport médical ou juridique. Bien, on s'entend que la plupart des rendez-vous médicaux, c'est durant la journée. Donc, moi, que la personne soit disponible du lundi au vendredi de 5 à 8, disons-le comme ça, pour respecter les heures de couvre-feu, bien, j'ai moins de travail à lui faire faire. Fait que c'est là aussi que ça vient jouer sur notre possibilité de bénévolat. On les prend quand même, ces gens-là. Il y a d'autres services qui peuvent être faits plus de soir, comme les téléphones d'amitié. On appelle les personnes âgées pour prendre des nouvelles, jaser avec eux, voir comment ça va. Ça, c'est un service qu'on a comme développé avec la COVID. Avant, c'était des visites d'amitié. Les bénévoles allaient directement chez les personnes âgées pour passer un peu de temps avec eux. Bon, encore là, avec ce qui est arrivé, avec les mesures en place, bien, présentement, c'est moins possible de faire ça. Donc, on a transformé ça en téléphone d'amitié. Mais sinon, mon bassin de bénévoles a été extrêmement réduit par l'âge ciblé par cette pandémie-là. Donc, c'est de là l'enjeu qu'on a eu d'avoir de nouveaux bénévoles qui viennent nous aider. Ceux qui sont là, il y en a certains qui sont restés malgré les risques, en comprenant. Nous, c'est sûr qu'on fournit du matériel de protection, on met tout en place pour protéger du mieux possible nos bénévoles, mais on comprend qu'il y a des gens qui peuvent avoir une crainte et c'est correct et c'est normal et on va toujours respecter ce côté-là. Fait que ça l'a restreint, je dirais qu'en avril dernier, si j'avais 10 bénévoles, c'est beau sur les 135. Donc, c'est à ce point-là. Il y a un mot, une expression qui nous fait peur quand on parle des hôpitaux, on parle de rupture de service. Est-ce que ça a provoqué des ruptures de service, cette diminution drastique-là de bénévoles? On a, en fait, pas parce qu'on a réduit de bénévoles, dans le sens où on a fait notre possible que ce serait
mettons ça, juste avec les employés ou les bénévoles qui étaient encore là, on a fait notre possible pour garder les services en place. Par contre, on a eu une petite coupure de services au niveau des transports médicaux parce qu'au début de la pandémie, on sortait plus, on n'allait plus à l'hôpital, il fallait pas aller à l'hôpital, donc on voulait pas que nos bénévoles aient accès directement là où il y avait des souches ou directement où on n'était pas certain que tout serait correct. Donc, on avait un petit peu fait, je dirais, une suspension temporaire, pas une rupture, parce qu'on continuait quand même les cas d'hémodialyse et les cas de cancer, parce que là, c'était une question de vie ou de mort si on arrêtait les services. Par contre, en même temps, on s'entend que les rendez-vous médicaux ont tous ou presque été annulés à ce moment-là. Oui, nous, on a décidé d'arrêter, mais ça s'est fait comme un peu tout seul parce que le système de la santé a lui-même coupé la plupart des rendez-vous qui avaient lieu à ce moment-là. Ça a repris tranquillement pas vite, je dirais à partir du mois de mai pour ce service-là. La popote roulante n'a pas du tout été arrêtée. Elle a été modifiée, par contre. On est passé de 3 livraisons. Mais en fait, c'est ça, on a passé de 3 livraisons de repas chauds par semaine à une seule de repas congelés pour limiter les déplacements de nos bénévoles, pour limiter toute la manutention, parce que nous, faut préparer les sacs et tout ça. Fait que comme ça, on limite les contacts. Et puis, on a fait en sorte que nos bénévoles laissent les sacs à l'extérieur chez des personnes chez qui ils allaient livrer. Avant, la popote chaude, pour donner un exemple, le bénévole entrait à l'intérieur, déposait souvent le repas à la table de la personne aînée, prenait des nouvelles. Tu sais, souvent, c'est la seule visite parfois que la personne va avoir dans sa journée, fait que ça crée un contact. Malheureusement, là, on a dû couper ces contacts-là. On dépose le sac devant chez la personne, on cogne, on se retire. Oui, on peut faire coucou, ça va bien, comment vous vous portez aujourd'hui, mais on reste pas sur place et on ne s'approche pas, bien sûr, des personnes qui sont desservies par le service. Évidemment, il y a des gens avec les pertes d'emploi, tout ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été poussés vers la pauvreté? Est-ce qu'il y a eu une augmentation de demandes de services au niveau de la popote roulante, de l'aide alimentaire en général? En fait, la popote roulante, c'est pas de l'aide alimentaire en proprement dit. Okay. C'est offert surtout pour le maintien à domicile des personnes âgées. Oui, ça, on a vu une hausse fulgurante, je dirais. On a passé d'une livraison, comme je disais, 3 fois par semaine d'un total de 120 plats dans toute la semaine à une livraison par semaine de 480 plats. On a fait du 400% en quelques semaines à peine. C'est une belle nouvelle pour nous parce que ça veut dire que notre service est apprécié et que les gens en ont besoin. Par contre, ça a demandé énormément de restructuration, ça a demandé de revoir complètement notre façon de travailler. Ça a été un défi colossal. Je dirais autour du mois de mai-juin, ça a été vraiment un défi colossal pour les employés, pour les bénévoles qui étaient impliqués. Ça faisait des années qu'on roulait à notre popote 3 fois semaine, 120 plats. Ça allait bien, là, tu sais, c'était pas... C'était pépère un peu, là. On était relax, là. On était sur le pilote automatique. À peu près. À 480 plats, en une seule fois, ça demande une restructuration générale, que ce soit chez le traiteur, que ce soit nos bénévoles, que ce soit l'équipe de travail, même l'endroit où on préparait nos sacs de popote. On pouvait le faire dans le sous-sol ici au début, là, au centre d'action bénévole, mais à 480 plats, avec les distanciations à respecter, on ne pouvait pas faire ça d'ici. Donc, la ville de Nicolet nous a accueillis à l'Arena. Oui. Là, c'était parfait. On avait la glace au complet. Donc, tout l'été, on a préparé nos sacs de popote à l'Arena. Ça, c'était merveilleux. Après ça, arrive l'automne. Ils veulent faire la glace. On doit réouvrir l'Arena. Donc, il a fallu qu'on trouve un autre endroit encore pour changer notre façon de faire. Puis là, on a trouvé un peu notre air d'aller, je dirais, maintenant avec la popote. On commence à être un peu plus habitué. Okay. Mais évidemment, de passer de ce nombre de repas-là à 400% d'augmentation, on peut faire à manger, mais on ne peut pas faire apparaître de l'argent. Y a-t-il eu des sources de financement additionnelles? Y a-t-il eu des généreux donateurs qui ont fait en sorte qu'on a pu faire ce miracle-là, là? Cette année, il y a eu de l'aide du gouvernement, on ne se le cachera pas. Il y a eu de l'aide du gouvernement, que ce soit des 2 paliers gouvernementaux provincial et fédéral. Nous, on est financé à la base au niveau du provincial, au niveau du ministère de la Santé. On est reconnu comme un organisme en santé, services sociaux. On n'a jamais de financement du fédéral. Et là,
souvent, on entend parler dans les nouvelles, il y a eu un fonds de 350 millions qui a été mis sur pied par Justin Trudeau, le fonds d'urgence pour les organismes communautaires, puis ça sonne flou dans nos têtes. C'est de l'argent qu'on se demande à quoi ça sert. Bien, je vous le dis, moi, ça m'a servi énormément parce que j'ai pu, avec cette aide-là, embaucher quelqu'un qui est venu nous aider. Et ça, on en avait absolument besoin parce qu'un autre enjeu qu'on vit, nous, au Centre d'action bénévole, c'est que on a des bénévoles qui venaient nous aider pour faire le travail de bureau hebdomadaire parce qu'on manque de financement pour embaucher le nombre d'employés dont on aurait besoin. Et bien, ces bénévoles-là, encore là, je reviens avec, là, souvent, ont 70 ans et plus. C'est des dames qui sont à la retraite, qui étaient bonnes en administration, qui aimaient venir répondre au téléphone. Mais ces dames-là ne peuvent plus venir nous aider au bureau. Mm-hmm. Donc, on a dû réussir à embaucher quelqu'un et là, j'avais besoin de sous pour le faire. Fait que c'est avec les sous du gouvernement fédéral qu'on a pu embaucher une adjointe qui est venue nous aider, qui est encore là en ce moment. Par contre, on voit arriver le mois de mars l'aide financière gouvernementale d'urgence en cas pour la COVID, en fait, se termine le 31 mars. Nous, on voit arriver ça avec un œil un peu inquiet parce que la pandémie n'est pas terminée. Les bénévoles ne sont pas au rendez-vous pour le moment et on ne peut pas leur demander de revenir dans les circonstances actuelles. Donc, moi, j'espère que notre gouvernement fédéral qui a été prompt à nous aider quand ça a été le temps au mois de juin, soit encore présent quand ça va être le temps au mois de mars parce qu'on va en avoir besoin. Nous, ça fait des années qu'on réclame un meilleur financement, même au niveau des organismes en santé et services sociaux. On est justement cette semaine dans une semaine de mobilisation pour réclamer une hausse du financement pour les organismes en santé et services sociaux. Et pour juste donner un exemple au Centre d'action bénévole pour réussir à répondre adéquatement à toutes les demandes qu'on a, pour réussir à couvrir complètement notre territoire, parce qu'on ne couvre pas que Nicolet, on couvre 9 municipalités en tout, qui va jusqu'à Aston Jonction, Saint-Léonard-d'Aston, tout ce coin-là, je dirais la portion est de la MRC Nicolet et Yamaska. Ben nous, il nous manquerait 393 000 $ pour arriver à répondre à tout le monde et réussir à avoir le nombre d'employés adéquat. Uh-huh. 393 000 $, c'est ce qu'on demande de plus de notre financement à la base. Fait que ça, c'est déjà un enjeu qu'on fait, on fait face. Je dirais que cette année, il nous frappe plus parce que justement, les ressources bénévoles, on peut moins y avoir recours. Par contre, tu parlais de générosité, ça a été une année exceptionnelle au niveau de la générosité des gens de Nicolet et des communautés autour. Je dois dire un très gros merci. On a eu une belle collaboration des gens, que ce soit pour la campagne Parraine ta famille avec le Noël du pauvre qu'on chapeaute, qui n'est pas au profit du Centre d'action bénévole, mais qu'on chapeaute pour redistribuer l'argent. Ça a été une campagne incroyable. Que ce soit aussi par des dons personnels, que les gens viennent nous mener au Centre d'action bénévole, ils nous envoient, ils communiquent avec nous. Il y a des entreprises qui ne nous avaient jamais donné, qui ont communiqué avec nous pour dire, écoutez, on sait que votre travail est important, on veut vous aider, on sait que c'est une année exceptionnelle. Ça, je dois dire un gros merci parce que la communauté a été derrière nous, là. Ça en est bouleversant. Les gens ont senti l'urgence de la situation. Mais moi, je trouve que tu es une fine à la liste de certaines situations. Entre autres, j'ai déjà eu l'occasion de t'interviewer sur différents sujets. Puis moi, dans mes réflexions, je me faisais, puis j'aimerais savoir ton point de vue là-dessus, on pensait qu'on avait un filet social. On pensait qu'on avait une bonne fondation. Mais là, on a vu qu'elle n'était pas si forte que ça, notre fondation. Notre filet social de base était... T'as-tu la même perception que moi? Ben oui. A vu, Ben oui, j'ai la même perception, Stéphane. Puis je te dirais qu'il n'y a pas grand monde dans le milieu communautaire qui ne te répondrait pas ça, je crois. On le sait, nous, que le filet social est fragilisé depuis quelques années. On le sait que les coupures en santé ont fragilisé une partie du filet social. On sait que les coupures, l'austérité qu'on a connue il y a quelques années, on n'en parle plus vraiment de l'austérité, mais elle a joué fort, elle a joué dur. On sait, et là, c'est malheureusement dans des situations comme on vit cette année, que c'est là qu'on s'en rend compte et que c'est là que les gens font comme, hey, il me semblait qu'on, tu sais, on avait un gouvernement qui était là pour nous aider, là, c'est plus difficile, c'est plus...
Mais oui, si on coupe depuis plusieurs années, demandez à votre employeur de couper votre salaire pendant 10 ans. Dans 10 ans, si vous arrive un coup dur puis que vous avez besoin de sous, c'est sûr que vous allez vous rendre compte que le salaire a été coupé et c'est automatique. Fait que dans les groupes communautaires, ça fait des années qu'on dit que le filet social, les mailles s'élargissent et qu'on en échappe. On échappe des gens. Il y a des gens qui n'ont pas réussi à avoir l'aide adéquate par manque, oui, de soutien financier, par manque de connaissance aussi des ressources du territoire, par manque d'accessibilité. On a un vaste territoire qui est rural, qui n'a pas de transport vraiment en commun, un réseau, un service, mais rien de majeur. Ça amène, c'est sûr, des maillages faibles, puis ça amène un filet social qui se dégrade tranquillement, pas vite. Les gens ont voulu beaucoup se solidariser, mais on va avoir besoin de plus qu'un 6 mois ou un an de pandémie pour refaire un tissu social plus solide. Là. Parce qu'il y a des leçons qu'il faut apprendre de ça, parce que du négatif, parfois, peut tirer du positif. On ne peut pas penser on recommence comme c'était. Tu sais, le sous-financement, me permet des éditoriales de temps en temps, le sous-financement des organismes communautaires, tu dis, tu manques de ressources, on fait faire du travail administratif par des bénévoles, mais semble s'il faut retenir des leçons de cette pandémie-là, c'est qu'il faudrait assurer un financement qui assure une stabilité aux organismes qui sont là, au front, comme vous l'avez été. Bien, tu m'enlèves les mots de la bouche, je vais dire comme ça, c'est sûr. Puis cette année, un côté positif, par contre, que la pandémie de la COVID aura apporté, c'est probablement ça. C'est que le gouvernement s'est rendu compte que les organismes communautaires, on est là. On est au front, on reste solide, on offre des services à la population. On se revire sur un 10 cents, non? Parce que c'était en une journée, il fallait recommencer au complet. On est proactif, on est solidaire, on est ouvert, on est accessible. Je crois que le gouvernement a pu s'en rendre compte cette année. On en a entendu de plus en plus parler. Justement, même dans les points de presse, on entendait parler entre autres, la plateforme jebénévole.ca, qui est une plateforme de la Fédération des centres d'action bénévoles, qui est une plateforme qui existait déjà depuis 3 ans. Là, le gouvernement en a parlé. C'est sûr qu'on a connu une explosion là, à ce moment-là, mais on a entendu parler un peu plus de tout ce qui est les services communautaires et on a été aussi reconnu comme organisme essentiel. Au Centre d'action bénévole, dès le jour 1, on était organisme essentiel. Dès le jour 1 de la pandémie, on était là, on est resté ouvert, on est resté accessible. On n'a pas fermé, pas une journée dans toute cette crise-là. Et ça, je pense que c'est important que ce soit reconnu, mais on commence à en entendre parler. Puis même dans les partenaires autour aussi, nous, on a eu une super belle collaboration avec la Ville de Nicolet cette année. Je sais que ça fait des années qu'ils nous aidaient, qui étaient là pour nous, mais cette année, ils ont été proactifs en disant hey, « on est là, on vous aide, dites-nous ce que vous avez besoin, on peut inventer des choses ». La MRC Nicolet-Yamaska, incroyable la collaboration qu'on a eue avec eux cette année. Puis encore là, on a senti un vent d'ouverture, un vent d'envie de découvrir ce qu'on faisait, puis d'envie de nous aider à y arriver. Fait que ça a été le côté plus positif de toute cette crise-là. Tu dis, pour apprendre à nous connaître, évidemment, bon, il y a des gens qui profitent, des gens qui s'impliquent, on les salue, les bénévoles, mais des gens qui voudraient développer leur connaissance du CAB. On va où? Page Facebook? On a-tu un site Internet? Le Centre d'action bénévole de Nicolas a une page Facebook. On essaie de l'animer justement de plus en plus parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on rejoint beaucoup les gens. On n'a pas de page web, c'est notre page Facebook qui donne vraiment les informations. C'est sûr que nous appeler, on est toujours là pour répondre à des questions, donner des renseignements, ça va nous faire plaisir. Bien, merci pour ton temps et merci pour ton dévouement, Isabelle. Ça me fait plaisir, Stéphane. Merci. Merci à vous d'avoir été là, de venir nous voir puis nous permettre de se faire connaître un peu. Ça aussi, c'est important pour nous. Bien, super. Donc, c'était Isabelle Bombardier, directrice générale du Comité d'action bénévole de Nicolette. Conseil. Comité. Hein? Centre d'action bénévole de Nicolette. Centre d'action bénévole de Nicolette. Chance qu'elle était là pour me reprendre. Merci.
En plus d'avoir vécu une fin d'année particulière comme tous les élèves du Québec, les élèves de l'école Curie-Brassard ont terminé leur année à l'école secondaire Jean-Nicolet. Voici des témoignages sur cette expérience très particulière. Qui sommes-nous? Eric Pronovo. Charline Lemay. Je m'appelle Ariel Lemieux. Caleb. Floriane. Je m'appelle Hugo Lapierre. Lily May. Corinne. Élodie. Maëva. Marc-Claire Nourry. Mon nom, c'est Charles Turcotte. Mon nom est Cali. Mon nom, c'est Édouard Côté. Maëlie. Arthur Lausier. Jérémy Côté. Bonjour, je m'appelle Zachary Gauthier. Liam Drouin. Je m'appelle Camélière. Moi, mon nom, c'est Elliot. Gabriel. Vincent Duguay. Florence. Camille. Laurence Massé. À la maison, c'était comment? Un peu triste parce que je peux pas voir mes amis, je m'ennuyais de mon prof. Les cours en ligne, c'était difficile. C'était pas pareil, on n'avait pas l'enseignement spécialisé comme on a d'habitude. J'étais dehors, puis là, j'allais courir ou sinon, j'allais faire du vélo. Quand ils ont fermé les écoles, au début, j'étais sûre que ça allait pas être long. Ça me dérangeait pas tant. Mais après, quand j'ai appris que ça allait être quand même assez long, là, c'est là que j'ai commencé à trouver ça plus plate. Mais aussi, surtout, c'est quand j'avais besoin de faire les travaux plutôt. Mais j'étais pas concentrée. J'avais toujours un peu de misère comparé à quand j'étais avec la professeure puis avec tous les autres élèves. Ben là, c'est comme j'avais beaucoup moins de stress. C'était sûr que j'allais pas voir mes grands-parents puis ma famille, mais je les appelais quand même souvent, genre 3 fois par semaine à peu près. On faisait comme tout un festin. C'est sûr, c'était quand même un peu... c'était un peu... nous autres, on était un peu contents là, parce que le fait de manquer de l'école puis d'avoir comme nos journées libres à faire ce qu'on voulait. C'est ça. J'étais tannée parce que je pouvais plus voir mes amis. J'étais comme un peu en manque de voir personne. C'est ça. Je dessinais, je lisais, je jouais avec ma soeur. C'était pas comme d'habitude, c'était bizarre, je trouvais. Qu'est-ce qui était bizarre? De pas les voir en vrai, c'était quand même difficile. Puis c'est pas comme si tu les verrais en vrai. Dans le fond, c'était notre école. Ma prof, elle nous en a parlé à propos de ça. Puis, dans le fond, on l'a su à la fin de la journée par notre directrice de l'école Curie-Brassard. Elle nous a dit que pendant 2 semaines, on était en quarantaine puis qu'on allait rester chez nous à propos du COVID. Au début, oui, parce que j'étais autonome puis ça allait bien avec ma sœur, sauf que après, j'ai commencé à me poser des questions parce que je sais pas pourquoi, mais j'étais inquiète quand que l'école allait recommencer, puis j'aimais comme pas ce fonctionnement-là. Quand on a dit qu'on allait pour 2 semaines, ça m'a comme frustrée parce que ça me tentait juste pas là, d'arrêter l'école, je veux dire. Moi, c'est pas quelque chose que j'aime pas là, parce que tu vois du monde, tu socialises, t'es avec tes amis. Puis, moi, je suis comme une personne assez sociable qui a comme vraiment besoin d'être avec du monde. Fait que moi, 2 semaines d'arrêt, j'étais comme... ça me tentait pas, là. Fait que j'étais frustrée, là. Je suis contente parce que après, j'étais allée garder, j'ai fait plein d'activités. Puis après ça, j'ai su qu'on était en confinement, là, j'étais un peu moins contente, là, parce que je voulais pas rester toute seule à la maison. C'était compliqué parce que, genre, j'étais moins concentrée qu'avant, puis je me laissais distraire par toutes les petites affaires à côté. C'était un peu plus compliqué. En fait, au début, on était à l'école. Ils ont dit qu'on avait 2 semaines de congé. Fait que, j'étais content. Puis, ils ont annoncé sur Internet que, il y avait le confinement jusqu'à ce qu'ils le disent qu'il n'y en ait plus. Fait que, c'était bien le fun. Sauf qu'il y avait quasiment tous les centres d'activité, cinéma, tout était fermé. Il y avait pas tellement de trucs à faire. Rester à la maison. Si j'invitais des amis, on ne pouvait pas rentrer, maman ne voulait pas, on restait dehors. Je jouais aux jeux vidéo, je jouais dans ma cour dehors. Je m'occupais en jouant des jeux de société avec mon frère et ma soeur. C'était le fun au début, mais à un moment donné,
c'était un peu long. Trop de jours à la maison. J'ai toujours aimé l'école. Des fois, il y a des jours que j'aime pas ça. Mais j'étais comme vraiment déçue. Puis j'ai jamais vraiment aimé ça, rester à la maison tout le temps, parce que je trouve ça ennuyeux. On n'a pas vraiment de choses à faire. Puis surtout que j'ai des frères. Puis des fois, c'est dérangeant. Eh bien, j'étais content au début parce qu'on avait des semaines de congé. Mais vers la fin, parce qu'ils ont annoncé que ça allait se prolonger, j'avais plus vraiment d'activités à faire. Alors, je trouvais quand même ça long. Mais je trouvais quand même des activités que j'avais jamais faites depuis que je suis chez moi. Comme quoi? Derrière chez moi, j'ai un bois, puis j'avais jamais été dans le bois derrière, à part quelques fois quand j'étais allée chercher des rondelles de hockey. Je m'ai construit des petits chemins, j'ai fait une cabane dans mon arbre, puis j'ai fait des trails de vélo. Mais c'est ça qui m'a permis de découvrir mon talent, on pourrait dire, imaginatif. Au début, j'étais vraiment content parce que tu pars pour 2 semaines, puis tu es là, ça va être 2 semaines de congé, tu vas avoir 2 devoirs à remettre, puis tu t'es fait les 2 premiers jours, puis après ça, tu as quasiment 2 semaines complètes de libre. Et fait que c'est ça, au début c'était vraiment le fun, puis après ça, quand ils ont annoncé que ça allait continuer, puis qu'on n'avait plus le droit de voir nos grands-parents, en fait, vu que nos parents continuaient à travailler, nous, fallait qu'on reste à la maison, qu'on faisait rien, puis à un moment donné, le temps devenait long. Vu qu'au début, on pensait juste que c'était 2 semaines et non 2 mois, j'étais content parce que ça allait faire des vacances, puis c'était comme magique. Là. Quand on a appris que finalement ça allait s'allonger puis qu'on n'allait pas retourner à l'école les 2 semaines qui suivaient, on a commencé à trouver le temps long. Là. Je faisais à peu près 1 ou 2 heures de devoirs par jour. Je faisais dans mon cahier de mathématiques et de français. Fait que, j'ai beaucoup avancé. Mais t'avais-tu de la misère à te motiver? Pas vraiment. Ma mère est professeure, fait que, elle m'aidait, fait que j'étais correcte. La première semaine, c'était le fun, mais quand ils nous ont annoncé qu'on allait partir pour 2 semaines, dans ma tête, ça a juste fait « ça sera pas pour 2 semaines ». Moi, je trouvais ça quand même plaisant au début, parce que moi aussi, mes parents sont professeurs, puis ils sont quand même bons, fait qu'ils m'ont aidé pour faire les travaux que Jean-Philippe donnait, puis aussi d'autres travaux qu'on n'avait pas à faire. Mais à la fin, je commençais un petit peu à être tannée parce que j'aimais plus ça que me faire enseigner par mon vrai professeur qui me donne des vrais travaux puis des vraies choses que j'ai faire par moi-même. Mais j'en faisais des travaux à la maison. C'est quand même vraiment plate comme crise, là. Surtout que ça se passe en 6e année puis toutes nos choses les plus fun du primaire sont... Je dormais plus, j'écoutais beaucoup de films, de séries, je jouais avec ma belle-sœur. Mon frère et moi, c'est un peu bien entendu parce qu'on s'entend pas vraiment bien. On se calme tout le temps, mais ça a bien été comme d'être ensemble. C'était long. Sans mes amis, on faisait plein d'activités, mais à un moment donné, les activités revenaient souvent. Au début, je trouvais ça cool parce que c'était 2 semaines de congé, fait que je m'avais dit que ça allait être cool. Puis après, je commençais à trouver ça le temps long parce que je savais plus trop quoi faire, puis j'avais hâte de revoir mes amis. J'étais un peu déçue parce que je me disais, au début, on connaissait pas trop c'était quoi ça en fait. Et je trouvais ça un peu bizarre parce que ça n'était jamais arrivé avant, donc c'était ça. Le retour en classe. Moi, j'écoutais beaucoup la télé, l'actualité. Puis là, j'écoutais les points de presse. Puis le premier ministre, il parlait un peu de ça, les écoles. Fait que là, moi, j'ai su que j'allais retourner à l'école puis que les secondaires n'allaient pas retourner. Moi, j'étais contente parce que j'allais revoir tous mes amis, mais je savais que ça allait être pas pareil que comme sans la COVID. Là. Pourquoi? En quoi c'est différent? Faut garder notre 2 mètres, faut tout le temps se laver les mains,
faut respecter les règles. J'étais vraiment contente parce que je commençais à m'ennuyer. J'étais contente, mais en même temps, genre, j'avais peur que la plupart de mes amis ne reviennent pas, puis tout ça. Genre, J'étais vraiment contente, mais j'étais en même temps un peu déçue parce que je retournais pas à l'école que j'étais avant. Ça fait changement, là. Ça m'a beaucoup stressée au début parce que je savais pas ce qui allait se passer, je savais pas comment ça allait arriver, si j'allais être avec mes amis. C'était vraiment, on arrivait le premier jour, puis c'est là qu'on allait tout savoir si on était avec notre professeur ou si on était avec nos amis. Fait que ça m'a beaucoup stressée, mais dès que je suis arrivée, j'ai comme fait « OK, ben c'est correct. » Non, parce que je voulais sortir, là, je voulais faire quelque chose d'autre, là, puis j'étais contente de retrouver mes amis. Oh, ben, c'était un peu plate, là, moi. Ben, cool et plate parce que il y avait quasiment rien à faire à la maison, fait que je pouvais revoir mes amis, jouer avec eux autres, mais ça me tentait pas de travailler. Mais par contre, on est venu à l'école secondaire Jeanne-Colette, puis c'était cool, on avait de la musique avec tous les instruments, les dus avec tout le matériel. J'étais content, très content, parce que je pouvais voir mes amis et je pouvais voir mes amis. Au début, j'étais content parce que... je me suis dit, ça va être le fun, on va revoir tous nos amis, parce qu'il y a des amis que t'as croisés, que t'as pu parler, mais il y en a d'autres que t'as pas vus pantoute, puis tu t'ennuyais d'eux, t'avais hâte de prendre de leurs nouvelles, t'avais hâte de les revoir, tout simplement. Puis aussi, de revoir ton enseignant, de te dire que au début, t'es pas parti pendant 2 semaines, pour après ça finir que t'es plus là. Ça fait 4 mois que tu l'as pas vu, puis tu peux même pas dire au revoir à tes amis parce que, oui, il y en a qui vont les revoir l'année prochaine, puis il y en a qui ne reverront pas parce qu'ils vont aller à une autre école. C'est sûr que c'est plate. C'était ma soeur, le matin, elle m'avait dit que elle ne retournait pas à l'école vu qu'elle était en secondaire. Et puis moi, j'étais au primaire, j'étais comme « non, je te crois pas ». Puis finalement, oui, c'était vrai. Fait que je me suis préparée, puis ça a bien été. Je me demandais comment ça allait être, parce qu'il parlait que ça se fait qu'on ne soit pas avec nos professeurs. Et que j'étais un peu stressée pour ça. Dans le fond, moi, avec mon père, des fois, j'écoutais le point de presse. Donc là, on écoutait souvent et là, il parlait des écoles, donc c'est comme ça que je l'ai su. Et dans le fond, moi, je suis pas revenue tout de suite au début. On essayait un peu de gagner du temps, de voir comment ça se passerait et c'est ça. Comme si on aurait été encore à l'école Curé-Brassard, on n'aurait pas eu des spécialistes spécialisés comme qu'on a. On n'aurait pas pu faire du fallback comme qu'on fait maintenant, jouer de la guitare. Je trouve ça plus cool à cause qu'on a plus, on va dire, d'enseignement, parce qu'il y en a d'autres qui sont pas là, puis à cause de ça, on peut plus avoir de temps d'explication. Oui, parce que ici, comme si on a plus de difficultés, notre professeure, elle va plus venir nous aider, vu qu'on est moins puis qu'elle a plus le temps de nous passer. Moi, je trouve ça spécial parce qu'avant, j'avais un peu peur de me perdre dans l'école. Mais là, vu qu'on a fallu changer à cette école-ci, je trouve ça quand même différent. C'est aussi amusant parce qu'il y a des nouvelles salles. En d'autres mots, exemple, pour les dus, il y a des nouvelles choses. C'est toujours un peu plus amusant. C'est le fun parce que ça va nous apprendre pour les 6e années à l'année prochaine. Puis on va mieux connaître l'école parce que moi, j'avais peur. J'avais peur pour l'école que de me perdre, mais là, on dirait que depuis que je m'habitue, c'est correct. J'aurais aimé ça, dire au revoir à Curé-Brassard, d'une certaine façon. Mais en même temps, on se pratique pour l'an prochain en étant ici, puis on découvre un peu comment c'est fait d'avance. Parce que je commençais à m'ennuyer chez moi, sans amis, puis j'avais pas bien d'amis près de chez moi, fait que je pouvais pas vraiment les voir. J'étais contente, mais triste, parce que j'allais plus retourner à Curé-B, mais j'allais être à Jeanne-Collet, puis j'allais revoir mes amis. Puis être à Jeanne-Collet, je trouve que c'est... comment je pourrais dire ça? C'est une façon de voir l'école, pas comme avant, parce qu'on était dans l'allée des secondaires 1. Puis, je trouve ça, c'était un peu bizarre, mais en même temps,
je pourrais m'en souvenir plus longtemps, puis c'est une histoire hors du commun, puis ça va m'habituer au secondaire en même temps. Je trouvais ça très content parce que dans l'apprentissage, on pouvait être en personne, on pouvait avoir des réponses à nos questions. Ça, c'était vraiment aidant. Parce que c'était plus grand. L'aménagement aussi, c'était bien. Les bureaux à 2 mètres. Puis c'était mieux parce qu'on était bien moins qu'à notre école primaire. Au départ, on trouvait ça étrange un peu parce que ça faisait bizarre, c'était unique comme situation. Puis maintenant, on est rendu habitué. Ben, c'est un peu comme avant, sauf que le lieu est différent. Puis je trouve que c'est une belle opportunité. Pourquoi c'est une belle opportunité? Parce que ça va nous permettre de découvrir, moi, ça va être mon école que je vais aller. Fait que ça me permet de découvrir l'endroit avant qu'il y ait plein de monde. Il faut respecter les 2 mètres de distance. Il faut souvent se laver. Aller jouer dehors avec mes amis parce que ça faisait longtemps que je les avais pas vus. Puis c'est le fun de passer du temps avec eux. Eh bien, ça m'a pas vraiment changé de venir ici, mais ça m'a permis de découvrir de nouvelles activités, des matériels de sport, de musique et de nouveaux professeurs d'anglais. Ça m'a fait changer de l'habitude qu'on a à l'école. J'ai vraiment aimé ça. Au début, j'étais sûre qu'il n'y allait pas avoir de spécialistes, mais finalement, on a de l'anglais, on a de l'édu, puis on a de la musique. Fait que, en plus, ça nous permet comme de découvrir l'école pour l'année prochaine. Fait que c'est vraiment le fun. Moi, j'étais contente parce que on a passé vraiment longtemps, pas vraiment, mais on a passé beaucoup de temps au primaire. Puis là, aller dans une autre école, c'est fun. Puis en plus, ça va être l'école où je vais aller l'an prochain. Donc, j'apprends un peu à connaître l'école, puis à savoir où sont les locales et tout ça. C'est le fun, elle est grande, il y a plein de places à comparer à l'école à Curie-Brassard. Il y a plein d'endroits, c'est décoré, c'est beau. Je me dis comme ça allait être cool parce qu'on commençait à apprendre notre nouvelle école, fait qu'on allait être comme habitués pour l'année prochaine. Je veux dire, il est là, fait que le corona, fait qu'on peut pas vraiment rien faire, là, mais j'espère que ça va diminuer peu à peu parce que ça commence à être un peu plate puis lourd à porter, là. Comme, il y en a à l'école, ça va bien, mais il y en a qui le supportent moins bien, que ça les stresse beaucoup, que c'est ça, là. Fait que j'espère que ça va s'arrêter bientôt, là.
one and you feel fine, but I'm one of them. You never seem to care. The winter comes so fast. And I want the same as you. Age is hunting us all down, but I look alright by your side. And how you smile while your dress is burning inside out. Oh my. And I want all of you. People dancing outside what I'm drinking inside all night. Songs of freedom bring me down. You've always been the lucky one. And I want all of it. And I want all of it. And I want all of you. And I want the same as you.
Yeah, we're rolling, 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 rolling on the river. Yeah, we're rolling, 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 rolling on the river. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. You push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. J'ai chanté dans la brume, j'ai chanté dans les bars, dormi à la pleine lune dans mon case de guitare. J'ai roulé mon rock des jours et des mille à des chansons qui provoquent, des chansons plus tranquilles. Souvent pour rien, jusqu'au matin. Il n'y avait rien pour m'empêcher de chanter à tue-tête ce que j'avais dans le ventre. Chanter comme une bête pour me garder vivant. Chanter à tue-tête ce que j'avais dans le ventre. Chanter comme une bête pour me garder vivant. We've got married and a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson, look out Jackson Town. What you
like the way I do. No, no, no. Tell me, does she love you like the way I love you? Does she stimulate you, try to captivate you, baby, baby, baby? Tell me to miss you, existing just to kiss you. Like the way I'm on a highway to hell. No stop sign, speed limit. Nobody's gonna slow me down. Like a wheel's gonna spin it. Nobody's gonna mess me around. Hey Satan, paying my dues, playing in a rocking band. Hey mama. Quand je t'ai parlé une deuxième fois, c'était clair que mon fusil changeait d'épaule. J'étais calme, j'étais doux, j'étais bon, j'étais fin, j'étais quand même sobre, ce qui est quand même rare. Malheureusement, j'étais encore invisible. Quand je t'ai parlé une deuxième fois, j'avais décidé de faire un homme de moi. Je t'ai dit que tu me tentais, je t'ai dit que je te désirais. Encore une fois, j'ai fini seul avec ma bière. Oh non! J'espère que dans la bière au ciel, je me disais, j'ai tellement pris goût ici-bas. J'espère que t'es pas mort ou à 24 heures. J'espère que dans la bière au ciel, oh, jamais 203 et nous revoilà. Toi t'as le goût, mais moi j'ai le enquête. Oh, tu me fais de l'œil, mais moi je fais dur. J'aurais jamais dû caler ma dernière bière, oh non. J'espère que dans la bière au ciel, je me disais, j'ai tellement pris goût ici-bas. J'espère que t'es pas mal ouvert 24 heures. J'espère que dans la bière, j'espère que dans la bière, j'espère que dans